Rêver, oser, agir, réussir. C'est un chemin que l'auteur a tracé pour permettre aux uns et aux autres de parcourir ce chemin-là afin d'atteindre la réussite. Il nous rassure que si on passe par ces étapes-là, on réussira coûte que coûte. Aujourd'hui, on va décortiquer cet ouvrage qui ressemble justement à un ouvrage de développement personnel avec vous. Ça sera dans la rubrique invité du jour avec l'auteur sur ce plateau, M. Ousmane Ouedraogo, qui est donc auteur de ce livre intitulé Roar, entendez par là. Rêver, oser, agir et réussir. Ça sera dans un instant. Avant ça, vous aurez l'information avec Alphonse Ouedraogo à travers la revue de presse et plus tard, on recevra également d'autres invités. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve chaque matin à partir de 7h30 sur les antennes de Savane TV pour notamment l'aventure Bonjour le Faso. Alors, merci de votre fidélité encore. Direction cette fois-ci Niango pour découvrir un site atypique. Il s'agit notamment du musée d'Olema, musée de la civilisation Bissa de Niango. Niango qui est situé à une trentaine de kilomètres de Garango. On y va pour à la découverte de. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter un témoignage d'un spécialiste de musée. Et donc, il est guide principal de musée. Et nous allons l'écouter parce qu'il nous parle du musée d'Olema de Niango. C'est un musée qu'on classe toujours dans les musées privés. Voilà. Et le promoteur est un privé. Seulement, comme on le dit, récemment même le président a dit qu'il était bon que dans chaque région, il y ait un musée. Et comme on sait que l'État ne peut pas tout faire, quand même on encourage les privés à le faire. Bon, c'est le patrimoine culturel en tout cas du pays Bissa. C'est vrai que le musée est implanté à Niango, mais les collectes quand même ont fait tout le tour donc, du pays Bissa, donc la région du Nakambe. Quand on rentre dans la salle, selon la scénographie, nous l'avons divisé en deux parties. Parce qu'à Niango, il y a deux chefs qui se côtoient et qui vivent ensemble paisiblement. Les chefs de terre, les autochtones, donc les Guibrés, qui sont des agriculteurs. Donc, dans cette partie droite-là, on voit des objets de l'agriculture, donc des outils aratoires et d'autres activités aussi que mène ce peuple-là, c'est-à-dire ce peuple d'agriculteurs. Voilà. Et à gauche, c'est les chefs coutumiers, les comporés. Voilà. Eux, ils sont tisserands. Voilà. Donc, à gauche, vous allez voir des objets donc, du tissage, allant donc de l'égrenage du coton à la filature jusqu'au tissage donc, de ces fils. Donc on a présenté donc, le panier donc, de la jeune mariée. Voilà. Et à côté, on a présenté aussi un panier de deuil d'une femme. Voilà. Ça veut dire que quand elle arrive dans une famille, elle a son panier de jeunes mariés, mais quand elle décède, c'est aussi ces objets qu'elle avait, qu'elle utilisait, qu'on remet dans le panier donc, pour amener donc, chez ses parents. Et on a fait une part belle aussi à la musique traditionnelle, voilà, Bissa, qui est une danse vraiment de grâce. Il y a les habitats traditionnels, voilà, on a 4 habitats. L'habitat Gouroussi donc, et Bissa, c'est les parents à plaisanterie, et on a l'habitat Moussi, voilà, et l'habitat Peul. Ça, c'est pour dire que, à part les Bissa qui vivent ici, il y a aussi des Moussi, il y a des Gouroussi, il y a des Peuls. Voilà. Et je vous disais aussi que l'espace est divisé en deux parties. Il y a la partie musée et il y a la partie donc, centre culturel. Voilà. Il y a un podium. Ça, c'est donner l'occasion donc, aux élèves d'organiser leur nuit culturelle. Voilà, d'organiser des activités culturelles. Voilà. Et ça sera aussi utilisé comme espace d'apprentissage pour les enfants. Le musée sera inauguré en tout cas le 29 novembre. Les conditions d'accès, bon, on est en train de discuter, mais ça ne sera pas aussi, si vous connaissez le musée, ça sera à peu près les mêmes prix. C'est-à-dire 300 francs pour les enfants, voilà, 500 pour les nationaux
Et puis 1000 francs pour, bon, on n'aime pas dire, mais les expatriés. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous recevons Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse de ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nkema. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qui fait l'actualité ce matin? Bien entendu, c'est la suspension du stade du 4 août qui aurait donc fait dépenser l'État burkinabé d'une somme de 46 milliards de francs CFA. Et sur cette question, ce quotidien dont le siège se trouve au 1200 logements à Ouagadougou, le journal Le Pays, à sa une sur cette question affiche suspension du stade du 4 août, plus de 46 milliards de francs CFA dépensés pour les marches des étalons joués à l'extérieur. Toujours avec ce journal, clôture la 22e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé, début d'une dynamique économique patriotique pour sec Bobo de Lasso, une infrastructure modernisée au service du développement économique. Réhabilitation de la mémoire du père de la Révolution démocratique et populaire Thomas Sankara, suite des confidences du père de Thomas Sankara avec Jonas IM. Révélation, non-respect des textes dans l'organisation du spectacle au Burkina, bientôt des équipes de contrôle sur le terrain, nous annonce le journal Le Pays. Alimentation des personnes âgées, les conseils de Yasmine Ouedraogo, spécialistes en la matière, sont à lire à la page 9 du journal. La Coupe du Monde U17, le Burkina qualifié pour les 16e de finale. Le journal Bobolais, l'Express du Faso, lui, à sa une, nous parle également de la rencontre gouvernement-secteur privé. Les acteurs économiques invités à investir et produire burkinabé. Autant le dire, dans cette rubrique, le journal écrit « Véritablement, ça bouge à Bobo Dioulasso ». Production locale de craie à Bobo. Le gouvernement réaffirme son soutien à Faso Crème. Terrain de l'USFRAN, une situation qui indispose au l'OSC, Banque postale du Burkina Faso, don de produits pharmaceutiques aux personnes dialysées de Bobo.
Fonds de développement culturel et touristique, 58 projets retenus pour être subventionnés, nous informe le journal L'Express du Faso. Revenons à Ouagadougou avec le journal Le Quotidien. À sa une ce matin, le journal dit ceci: délocalisation des matchs des étalons pendant la suspension du stade du 4 août, plus de 46 milliards de francs CFA dépensés par l'État burkinabé. 40 ans après la révolution d'août 83, les confidences du père de Thomas Sankara selon Jonas Ien, c'est à lire à la page 10 du journal Le Quotidien. Digitalisation à la Sonabel, la société lance officiellement sa plateforme de e-recrutement. Coupe du monde des U17, les étalons qualifiés pour les 16e de finale. Le journal Sidoya, ce quotidien d'État à sa une ce matin, nous parle donc de la rencontre gouvernement, secteur privé, des recommandations pour bâtir une économie endogène. Assemblée législative de transition, la gestion du stade du 4 août, des espaces verts et la contribution de la diaspora en débat à l'ALT. On murmure dans cette rubrique, le journal nous apprend que le vol d'un nourrisson à Fada, la tante, le père et les autres complices présumés à la barre aujourd'hui. Zeste de premier secours, une nécessité pour sauver des accidentés en détresse, écrit le journal. Transformation digitale, le Burkina Faso trace sa voie vers un avenir inclusif. Marathon Oué de Sidoya, la directrice générale Assitou Bado, reconnaissante aux autorités administratives et coutumières. Coupe du monde U17, Burkina-Tadjikistan, 2-0 en faveur donc des étalons. Les étalons face à l'Allemagne en 16e de finale, nous dit Sidoya. Terminons avec le plus vieux quotidien privé de la place, l'Observateur Palga. Dans sa parution du jour, le journal dit ceci: Coordination nationale de lutte contre la fraude, saisie d'amphétamines estimée à 170 millions de francs CFA. Réserve administrative au Burkina, 69% d'occupation illégale. Délocalisation match des étalons, l'État a déboursé plus de 46 milliards de francs CFA en 5 ans. Régime sans sel, avec les épices locales et les herbes aromatiques, on peut préparer des plats délicieux. Foie de Yasmine Sandrine Zerbo, nutritionniste, c'est à lire à la page 6 du journal. Rencontre gouvernement secteur privé pour une économie endogène, résiliente et souveraine. Coupe du monde U17, les étalons au prochain tour. Merci beaucoup Alphonse pour ces titres. Ce qui marque l'actualité aussi et qui fait parler, c'est notamment ces chiffres donnés suite à la suspension du stade du 4 août, ensuite délocalisation des matchs des étalons. On parle de plus de 46 milliards de francs CFA, notamment en 5 ans dépensés pour faire jouer les étalons ailleurs. Évidemment, c'est ce qui a été donné comme explication hier par le ministre en charge des sports et de la jeunesse, le ministre Roland Somda, et qui se prêtait aux questions, bien entendu, des députés. Et la députée Angèle Tiendrebero qui a donc posé cette question. Vous savez que dans le fonctionnement au niveau de l'Assemblée, cela est permis, qu'un membre du gouvernement soit donc appelé pour s'expliquer sur un point bien donné comme celui-là. Donc, le ministre a effectivement reconnu qu'effectivement, depuis la suspension du stade du 4 août, le temps donc de faire des travaux pour que nous arrivions à un stade où on aura un stade homologué, comme cela doit se faire. Les étalons ont eu à jouer, mais pas au Burkina, mais dans d'autres pays, dans beaucoup de pays. Et cela fait en tout cas que l'État a dépensé beaucoup d'argent. On parle de 46 milliards de francs CFA, plus de 46 milliards de francs CFA. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'équipe A, c'est-à-dire les étalons seniors, le ministre a expliqué que chaque rencontre, il fallait mettre au moins 500 millions de francs CFA.
Et ça, c'est y compris le transport, les hébergements, les primes, la sécurité, la communication. Il y a tout un ensemble. Voilà, l'allocation, voilà, location du stade. C'est un tout qui fait que il faut au moins, en tout cas, 500 millions pour chaque rencontre qu'on a eu à faire. Et dans l'année, les étalons ont eu au moins 14 matchs, rencontres internationales. Souvent, ce sont des matchs amicaux ou souvent, c'est donc des rencontres officielles. Et de ce fait-là, il fallait que chaque année, l'État débourse au moins 7 milliards de francs CFA pour assurer donc, en tout cas, la bonne marche des choses. Donc, l'ensemble réuni qui fait que avec l'équipe A, on est arrivé à au moins 42 milliards de francs CFA et associé à d'autres dépenses. C'est ça qui fait que on est allé à plus de 46 milliards de francs CFA. Donc, mais le coût fait parler quand les gens ont entendu, la toile s'enflamme, ben, d'autres même disent que ça pourrait, en tout cas, permettre de construire beaucoup de stades, ainsi de suite. C'est bien, mais je pense que c'était le prix à payer. C'était le prix à payer. Là où il faut s'en féliciter, c'est que, en tout cas, depuis que les autorités ont pris les choses en main, nous avons aujourd'hui un stade du 4 août rénové, homologué, qui fait la fierté du Burkina Faso, qui fait la fierté même de beaucoup de personnes. C'est ça le plus important, même si il a ajouté que il y a toujours des petits travaux qui doivent se poursuivre parce que la CAF a fait des recommandations. L'entretien du stade, la maintenance, ça doit se poursuivre en termes de luminosité, les lumières, beaucoup d'autres commodités doivent être ajoutées. Et ça, il a donné des instructions à l'entreprise en charge donc des travaux d'achever cela courant l'année 2026. Donc, je pense que nous n'aurons plus à dépenser beaucoup d'argent ailleurs parce que nous avons aujourd'hui notre stade et désormais on pourrait savoir comment nous en tenir. Bien sûr. Et tu parles d'entretien, moi ça me rappelle encore l'actualité qu'on a suivie récemment avec ces techniciens qui ont volé les câbles du stade du 4 août. Vous voyez? Et c'est dire à quel point il faut être très vigilant, suivre ou pas. Oui, c'est dommage, mais on est obligé en fait de mettre... Moi, j'ai reçu, je ne sais pas, un sportif, un journaliste sportif qui recommandait même qu'on confie la gestion carrément du stade à une agence, je ne sais pas, agence ou cabinet, en tout cas, qui va s'occuper vraiment, un privé qui va s'occuper de la gestion de tout, du contrôle de tout ce qui se passe au stade, parce que souvent, on sait que y a souvent des laissés-aller. Mais ça, c'est une bonne... non, l'inquiétude est fondée. C'est d'autant plus que nous avons vu du côté du stade du 4 août, de notre stade municipal, pardon, la brigade La Balle qui allait donc, en tout cas, trouver qu'au niveau des toilettes, il n'y avait pas un bon entretien. Personnellement, j'ai eu des photos même dans le passé où les toilettes étaient délaissées. Je pense que c'est parce que souvent c'est resté dans les mains de l'État, qu'il n'y a pas un bon suivi, il n'y a pas un bon contrôle, mais si en vérité on confie cela à un privé, je pense qu'on n'aura pas, on ne verra pas ces errements là, ces légèretés, pas du tout. Même si on ne peut pas tout confier à un privé, il y a au moins le minimum, la gestion des toilettes, ainsi de suite. Des petites tâches, voilà, des petites tâches, voilà, peuvent être confiées à des privés et ça sera bien géré. Sinon, l'État tout seul ne peut pas faire si, vu ce qu'on voit déjà dans beaucoup de stades et autres là, on va encore tomber dans ces travers-là. Merci. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant aux conclusions de cette rencontre au gouvernement secteur privé. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que les deux parties s'engagent à faire en sorte que nous ayons une économie endogène, résiliente et souveraine. C'est très important. Aujourd'hui, ce qui a été d'abord égrené comme difficulté ou du moins comme recommandation par les hommes d'affaires, et qu'il y a un conseil qui est là. Ceux qui veulent, par exemple, faire des usines, par exemple de l'eau, se heurtent donc à des difficultés liées à l'obtention des autorisations, parce que même si vous voulez
vous avez les documents, vous voulez des documents, c'est difficile d'avoir, ça prend du temps. Donc tout cela, ça retarde vraiment la dynamique de créer des usines, créer des emplois. Ça, c'est une difficulté qui est là. L'autre difficulté, c'est aussi lié à ceux qui ont des grandes entreprises qui consomment de l'électricité ou de l'eau. Et sur cette question, il a été dit que les prix fixés sur ces produits-là ils ne sont pas à la portée, évidemment, de ces patrons de ces usines-là. Donc, si l'État peut faire quelque chose en réduisant le coût, ça va aider parce que le coût pour la consommation des ménages ne peut pas être la même chose que le coût pour une entreprise qui consomme l'électricité ou le courant. Donc, tout ça, dans les discussions, des solutions peuvent être trouvées. C'est pareil aussi pour, au niveau des hydrocarbures, ceux-là qui, les distributeurs disent qu'il y a une faible marge qui leur revient. Donc, tout cela est constitué comme des difficultés. Il y a une panoplie de difficultés qui ont été égrenées et qui sont aussi transformées comme doléances et qui attendent donc d'être traitées. Et du reste, le gouvernement a été attentif après avoir écouté donc, ces difficultés-là. C'est pour cela que le Premier ministre dit qu'il attend évidemment des opérateurs économiques un engagement fort et constant et franc du côté du gouvernement pour qu'ensemble, main dans la main, ils puissent travailler. Il n'y a pas de difficulté qui ne peut pas être résolue. Et si tant est que l'engagement de ces acteurs-là est franc, le gouvernement fera aussi l'effort d'accompagner. Donc, c'est ensemble qu'on peut arriver à soit une économie souveraine, une économie endogène, une économie résiliente. Il a évoqué la question des infrastructures, parce que cela inclut dans la thématique, dans le thème de cette année. Infrastructure parce que les commerçants ont évoqué le fait que entre le Burkina et certains pays, il y a des voies qui sont pratiquement dégradées et qui méritent d'être donc rénovées. La voie par exemple Kamti-Guigoué est dans un état impitoyable. Donc il faut faire quelque chose. Le gouvernement a effectivement rassuré que ils sont au stade donc des études. Après les études, les commerçants verront que des travaux vont donc commencer. Surtout avec cette nouvelle politique, avec l'initiative Faso Mebo, il y a des brigades des infrastructures qui sont donc ils seront installées dans les régions, à Bobo, à Dédougou, un peu dans certaines régions. Avec ces brigades, on aura une accélération dans le cadre donc des bitumage de certaines voies. Donc, c'est une opportunité où ce qui est exprimé comme difficulté seront donc considérés et intégrés dans cette nouvelle politique-là. Donc, je pense que c'est surtout une note de satisfaction, selon donc même les mots du Premier ministre, que cette rencontre a pris fin du côté de Boko Dioulasso. Ok. Et on termine en sport, Coupe du Monde U17. Coupe du Monde U17, d'abord, je dirais bravo aux étalons, parce que personnellement, j'ai dit que notre première sortie a été donc une défaite, c'est vrai, contre les États-Unis, 1-0. Nous avons encaissé un but, mais je me suis dit que cette défaite était bien pour nous, parce que ça a amené les enfants à comprendre qu'ils n'étaient pas à un moment où il fallait s'amuser. Donc avec cette défaite, ça va leur donner du courage, et plus nous engrangeons des victoires, plus les enfants s'aguerrissent et vous allez voir que nous irons loin dans cette compétition. Avec cette victoire de 2-0 hier, face donc à cette équipe, nous avons aujourd'hui 6 points, ce qui nous permet donc de nous qualifier pour jouer les 16e de finale. Et nous jouerons, les Italiens joueront l'Allemagne. C'est vrai, c'est une grande équipe, mais je pense qu'à ce stade donc, de la compétition, il n'y a plus de petite équipe. Donc, avec la prestation qu'on a vue hier et avec l'envie vraiment de gagner, on peut compter sur les hommes de Oscar Barreau, parce que c'est lui qui est le coach et c'est lui qui sait vraiment placer les pions pour que les enfants fassent donc le boulot.
Bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Merci bien. Alphonse, pour ces actualités. On va maintenant voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. C'est à travers la météo de ce matin. Nous recevons ce matin M. Ousmane Ouedraogo. Il est le président de l'Association des jeunes burkinabés de France et auteur du livre Roar. Donc, entendez par là, rêver, oser, agir et réussir. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour, Madame Abzeta. Bonjour, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Merci d'être là. Comment on dit en fait, comment on prononce le nom de votre livre? C'est bien Roar ou on dit R-O-A-R? Pour ma part, je prononce Roar comme vous Roar. Et je vois que vous l'avez très bien prononcé. D'accord. Et donc, chaque lettre correspond à un verbe. Il s'agit donc de rêver pour R, O pour oser, A, agir et R, réussir. Donc, c'est un livre qui parle du développement personnel parce que plus bas vous dites la méthode pour relever ton potentiel, la méthode pour révéler ton potentiel au monde. On en parlera, mais avant, disons, on va faire plus connaissance. Okay. Vous êtes titulaire d'une licence en sciences de l'information et de la documentation de l'université de Koutgout, à Ouagadougou, bien sûr, en 2017. À l'université de Koutgout. De Koutgout, Oui. au Burkina, je vais dire, Oui. donc l'université de Koutgout au Burkina, avant d'y aller de l'autre côté pour les études. Oui. Pourquoi vous avez choisi filière information et documentation? Pour vous dire vrai, je n'ai pas choisi. J'aurais pu vous dire en fait que je suis passionné de ce métier, mais la réalité c'est que après l'obtention de mon baccalauréat littéraire en 2014, je voulais aller à l'université un peu comme tous les jeunes où il fallait postuler. Et c'était la première année. Et quand je discutais avec des gens qui étaient à l'université de Ouagadougou et ceux qui étaient à l'université de Koutgout, il me semblait en fait que la formation à l'université de Koutgout, c'est là-bas qu'il y avait moins de... À l'époque, c'était encore l'université de Koutgout qui est actuellement l'université Norvège-Zongo, où il y a moins de retard. Donc je me suis dit, ok, je vais aller m'installer à Koutgout pour la suite de mes études. Et en fait, on nous avait à cette époque en fait fait sortir les listes pour dire en fait qu'il y aura de nouvelles filières, notamment des filières du droit, des filières du journalisme. Voilà. Donc c'est ainsi que je me suis dit, ok, je vais postuler en fait pour le droit, pour le journalisme, parce que en fait les métiers de la communication ça me passionne déjà. Okay. Et voilà. Donc j'ai fait le choix, j'ai postulé, mais finalement à la sortie des réponses, ces filières en fait, le début effectif n'a pas vraiment eu lieu cette année-là. Donc c'est ainsi en fait qu'on m'a orienté en sciences de l'information et de la documentation. Et il faut dire en fait qu'à ce moment, jusqu'alors, en fait, il n'y avait pas de formation attitrée pour les professionnels de l'information et de la documentation. Okay. Donc j'ai un peu de l'effet des hasards, j'ai eu la chance en fait de faire partie de la première cohorte de 100 personnes qui ont été recrutées pour devenir des professionnels de l'information et de la documentation au Burkina. D'accord. Et là, vous sortiez avec la licence en 2017. Oui. Après les 3 années de formation que j'ai soutenu ma licence et c'était puisqu'en fait, on n'avait pas la possibilité de continuer pour un master au Burkina Faso, étant donné que c'est des nouvelles filières. Oui. Et voilà, donc le dernier diplôme qu'on pouvait obtenir au Burkina Faso, c'était la licence. Est-ce que c'est ça qui vous amène en France pour les études, ou bien vous aviez d'autres visions? Il faut dire en fait, ça ne s'est pas fait vraiment du tic au tac comme ça parce que après la licence en 2007, je ne suis pas allé en France directement parce que j'étais déjà engagé dans des associations et dans des structures au Burkina Faso. Donc ça m'a laissé un peu le temps étant donné en fait qu'il n'y avait pas de péripéties de continuer des études. J'avais continué mes activités associatives, notamment au niveau de AUSEC, peut-être qu'on en reviendra là-dessus. Et j'ai travaillé aussi à côté dans des organisations, des mouvements de jeunesse. Et c'est plus tard, enfin 5 années plus tard, en fait, que je suis parti en France. À l'école? Ouais, mais vous repartez en France pour continuer les études ou bien pour... Je suis allé en France dans le cadre d'une formation et à côté, en fait, les études se sont agrippées. Et puis voilà, et j'ai fait mon chemin. Et là, maintenant, vous êtes titulaire de quel diplôme de l'autre côté? Mon dernier diplôme en France, c'est un master en management de l'information numérique. Voilà, donc quand je suis arrivé en France, après j'ai rejoint une école, l'EBD, les formations de l'information, qui est l'une des plus anciennes écoles de formation des professionnels de l'information et de la documentation en France, qui est basée à Paris. Et c'est là-bas que j'ai fait mon parcours, les 2 années de formation de Master 1 et Master 2. Et vous êtes aujourd'hui le président donc, des jeunes burkinabés de France. Comment l'association vit là-bas? Comment ça se passe pour les jeunes burkinabés en France? Et quelles sont généralement vos activités que vous organisez?
Avant de venir à l'association des jeunes burkinabés, si vous me permettez, en fait, moi, je pense en fait que les associations et moi, on a une très belle histoire. Ok. Parce que j'ai commencé le militantisme très tôt, déjà au lycée avec l'association, avec l'AMB. Et par la suite, en fait, d'autres organisations. Donc, quand je suis allé en France, avec déjà le bagage, avec le parcours que j'avais, naturellement, en fait, il fallait en fait chercher l'association qui regroupait les Burkinabés. Et donc, il y avait la JBF, qui est l'une des organisations de référence de jeunesse en France. Et c'est en 2022 que j'ai adhéré à l'association. Et tout récemment, en 2025, en août 2025, j'ai eu le privilège et l'honneur d'être désigné pour continuer la suite la direction de l'association en tant que président. Et nous venons de former, vous me posez la question en fait, comment supporte les jeunes là-bas, nous venons de former notre équipe, qui est une équipe très dynamique que je salue au passage et qui continue à bien dérouler les activités. Et aussi, moi je dirais en fait, l'association se porte très bien, parce qu'à travers la JBF, on arrive à montrer, quel qu'en soit là où nous sommes, nous arrivons à faire des actions qui sont utiles à notre communauté. Et parlant dans ce sens aussi, nous avons notre prochaine activité qui aura lieu ce samedi, 15 novembre 2025 à partir de 13h à l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Donc je profite de l'occasion pour vous inviter. Si vous êtes à Ouagadougou et que vous nous suivez, je sais que Savantive est suivi un peu partout, on est diffusé sur les réseaux sociaux et que vous avez des nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur Paris, vous pouvez les inviter à nous rejoindre à l'ambassade pour cette activité de l'accueil des nouveaux. Et si également vous êtes à Paris, n'hésitez pas à inviter des nouveaux que vous connaissez. Si vous êtes des anciens, il faut venir. Pourquoi il est important de venir à cette activité? Parce que c'est l'un des événements phares organisés par la JBF et nous sommes à notre 8e édition, ça ne veut pas dire en fait on ne date pas d'hier. Et c'est l'événement où nous avons le soutien des autorités diplomatiques du Burkina Faso qui nous soutiennent depuis nos dernières éditions. En ce sens même que déjà l'événement se tient à l'ambassade. Et aussi en fait on a des activités de parrainage pour les nouveaux venus parce que en fait quand on arrive dans un pays, notamment la France, qui n'est pas forcément chez nous, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'appui. D'accord. Merci bien. Je crois qu'on a un peu découvert vos activités. Maintenant, on va parler du livre que vous avez écrit. C'est votre premier? Oui, c'est mon tout premier. Il faut dire que j'ai écrit des e-books que j'ai publiés ou je publie un peu sur mes réseaux, mais c'est le premier qui a été édité, imprimé et mis à la disposition. Et dédicacé et mis à la disposition du public burkinabé et de la jeunesse africaine dans la diaspora. À la base, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre qui parle de développement personnel? Qu'est-ce qui m'a poussé, en fait, comme je l'ai dit, j'ai toujours aimé écrire, en fait. Et aussi, agrippé à ma formation dont je suis rentré, où j'ai été, en fait, orienté par le soin du hasard. Donc, ça m'a permis un peu, en fait, de voir déjà, j'aimais les livres, j'aimais écrire. Et aussi, en fait, mon parcours associatif fait que j'ai toujours eu, en fait, la possibilité de parler devant les gens, de donner mon opinion, en fait, aussi d'étudier et de comprendre le fonctionnement, le développement du potentiel humain. Donc, c'est de cette envie-là, puisque en fait, certains me l'ont dit en fait, il y a 2-3 ans. Ça fait déjà 4 ans en fait, que je suis dans l'écriture de l'ouvrage. Voilà. Donc, le but vraiment, en fait, c'était de mettre sur papier ma conception, ma vision du développement du potentiel humain de la jeunesse burkinabé et africaine dans un document. Mais alors, Monsieur Drago, est-ce qu'il vous a fallu peut-être lire ou suivre des formations en développement personnel pour l'écrire? Parce que quand on lit ce livre, on va le parcourir tout à l'heure, mais on voit que vous donnez soit des astuces, soit des conseils, mais en lien avec le développement personnel. Il faut dire, j'essaie d'être transparent avec vous. Je n'ai pas suivi de formation académique sur le développement personnel, mais en fait, mes bagages dans le développement personnel, en fait, je les fais en fait dans le parcours associatif, en fait. Et c'est généralement comme ça qu'on apprend. Et c'est aussi en fait dans les lectures, parce que je lis beaucoup. Et les lectures aussi m'ont surtout édifié à pouvoir mettre sur papier cette œuvre aujourd'hui. Alors, ce livre, c'est en 4 étapes, 4 parties. Donc, comme je le disais, c'est rêver, oser, agir et réussir. On va parcourir tout ça ensemble. Parlons donc de rêver pour commencer la première partie. Alors, rêver, vous parlez de quel rêve? Quand je parle de rêver, parce que pour moi, en fait, tout commence par un rêve. Voilà pourquoi c'est la première partie de l'œuvre où on ancre en fait dans notre rêve, où on dit... Oui, tout le monde a un rêve, mais il ne faut pas s'arrêter à son rêve. Il faut croire en ce rêve et poser des actions. Il faut poser des actions pour pouvoir matérialiser ce rêve et ne pas dormir avec ce rêve-là. Ah oui. Mais maintenant, donc il faut rêver. Souvent aussi, il y a des gens qui pensent qu'on rêve grand, on rêve gros et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que, et cette conception, je l'ai depuis longtemps, je pense que chez nous, notre génération, nous rêvons petit.
Voilà. Je pense que nous rêvons petit et je pense en fait que c'est le but aussi de Roar, c'est d'inviter les gens à rêver grand, c'est d'inviter les gens à rêver mieux. Et j'ai fait ce constat, que ce soit ici, parce qu'au fil et à mesure du livre, en fait, j'étais avec des exemples. Moi, je connais des gens qui sont très compétents, qui sont très doués, mais juste parce que souvent, on ne nous a pas aussi appris à rêver grand. On nous a, et ça fait, je crois aussi que ça fait partie de nos cultures, ce n'est pas une critique, ça fait partie aussi de nos cultures en fait, où on t'apprend il faut être humble. Et souvent quand tu veux avoir certaines envies, quand tu veux avoir certaines ambitions, on te dit non, tu vois, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais ça fait partie de notre culture. Et ça, quand tu es là par exemple, que tu te retrouves dans la diaspora, souvent en fait tu peux te sentir plus ou moins complexé en fait. Et c'est l'invitation que je porte avec ce livre en fait, chez nous en fait c'est culturel. Et on ne doit pas se laisser en fait, on doit prendre ça comme un héritage et pouvoir en fait déjà nous propulser dans nos rêves et pouvoir en fait nous permettre de faciliter l'atteinte. Donc quand on est un jeune burkinabé, qu'on soit actuellement en recherche de travail ou pas, ou même employé quelque part, on peut rêver être son propre boss plus tard d'une grande entreprise, pas qu'au Burkina, mais qui a des représentations un peu partout. C'est ça le rêve pour vous? Le rêve pour moi, oui, le rêve, ça peut être ça, mais le rêve ici, en fait, dont on parle, c'est pas forcément, en fait, de vouloir devenir son propre boss. En fait, on peut rêver aussi travailler, on peut aussi rêver, en fait, se mettre au service de l'État, on peut rêver, en fait, rêver, créer sa structure. Mais les rêves dont moi je parle, en fait, c'est de croire, en fait, à son potentiel et de ne pas, de croire, en fait, au feu qui est en soi. Et de ne pas se limiter à se dire, en fait, non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Le rêve dont je parle, en fait, c'est le rêve qui t'invite à l'action. C'est le rêve, en fait, qui te pousse à aller chercher, en fait, ce dont tu as envie et ne pas laisser te limiter par la petite voix. Puisque tu as une grande voix qui t'inspire, qui t'incite à poser des actions. Mais finalement, on se retrouve à limiter, en fait, à croire à la petite voix ou juste, en fait, aux personnes qui sont à côté de nous. Et ça, je le dis, en fait, c'est notre environnement qui les façonne. Vous dites croire aux personnes qui sont autour de nous. Combien de fois des gens ont des idées, en parlent à certaines personnes qui disent « Ah, ici, là, c'est pas évident que ça marche. » Et là, le rêve meurt, même avant d'exister, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et même ce projet Roar aujourd'hui, en fait, c'est un rêve. Et mon histoire, en fait, je peux l'expliquer. Et quand je suis arrivé à Ouaga exactement 1 mois. Et quand je suis venu présenter le projet, il était déjà ficelé et tout. Il y a des gens qui m'ont dit non, Ousmane, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Et ils m'ont dit en fait, vous ne pourrez pas réaliser ces activités en 1 mois, aller rencontrer avoir certaines autorisations et passer à la dédicace. Mais aujourd'hui, j'ai cru à mon rêve, j'ai cru à ce que je voulais faire et voilà que ça s'est réalisé. C'est ça. Donc rêver. Mais il ne faut pas se limiter au rêve. Parce qu'il y a la deuxième étape qui est oser. Qu'est-ce qu'on fait de nos rêves? Donc, il faut oser. Oser, ça veut dire quoi? La deuxième marche, en fait, après le rêve, c'est oser. Pour moi, quand je parle de oser, c'est de passer à l'action. La seule manière de tester son rêve, c'est de passer à l'action. Tu ne peux pas avoir un rêve et se limiter juste à rêver. Ça va être beau, mais ça ne va pas se faire. Il faut passer à l'action. Passer à l'action ne veut pas dire, en fait, on va réussir à la première action, mais on passe à l'action, on teste, on échoue et on répare. C'est ça, moi, j'appelle oser. Oser. Maintenant, généralement, quand on a des idées comme ça, on a bien envie de commencer, d'oser, de commencer, de débuter. Mais après, on se dit, les moyens ne sont pas réunis, les conditions ne sont pas réunies. Est-ce que je peux me lancer dans ça? Est-ce qu'il y a ces questionnements-là? Qu'est-ce que vous conseillerez à ces jeunes qui souvent ne savent pas? Ils veulent bien commencer, mais il y a tellement de questionnements. Comme je l'ai dit, en fait, dans cette deuxième partie, vous allez voir en fait qu'on a mis des outils qui nous permettent déjà de se préparer. Déjà, en fait, le questionnement est très bien. Je pense, en fait, l'une des choses qui est très compliquée, dont je pense, en fait, qu'on ne fait pas assez souvent, c'est le fait déjà de s'asseoir et de se questionner. Se questionner, en fait, nous dit, en fait, c'est le début. Et c'est dans ce questionnement-là qu'on va trouver des réponses. Comment trouver les finances, comment rencontrer de bonnes personnes, comment aller chercher des choses en fait qu'on a envie. Et je pense qu'en fait dans cette partie oser avec les outils qu'on a mis en place, bien que la communication et même souvent en fait il y a des questions qu'on se pose, alors en fait qu'on peut trouver des ressources en soi-même, que ce soit autour de notre famille, sur nous, que ce soit des ressources qui sont disponibles en ligne. Et dans cette partie oser, on a mis des ressources à la fin qui vous permettent en fait aux jeunes, que vous êtes du Burkina Faso, que vous êtes de la diaspora, d'aller chercher soit des ressources, soit aussi des formations en fait, qui vont vous aider dans cette partie-là. Il y a la deuxième, dans la deuxième partie, il y a le chapitre 2 qui a retenu aussi mon attention. Vous parlez de briser le mythe du succès facile. Qu'est-ce que vous appelez succès facile ou qu'est-ce que vous appelez mythe du succès facile?
Ce que moi j'appelle le succès facile, c'est l'éclat que les gens voient, surtout sur les réseaux sociaux en ce moment. Et aujourd'hui, en fait, on compare le succès à un buzz, à quelqu'un en fait, qui a plus de likes, à quelqu'un qui a plus de j'aime. Donc c'est lui en fait qu'on pense qu'il a réussi. Et en fait, on oublie, en fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On ne voit pas toutes les étapes, on ne voit pas tout le processus en fait. Donc, moi je pense qu'il faut qu'on essaie de briser ce tabou-là, de croire en fait que le succès ça se fait en un seul jour. Non, le succès ça ne se fait pas en un seul jour. Le succès, c'est un processus. Et j'essaie en fait de l'expliquer, c'est un processus en fait. Le travail invisible en fait que vous ne voyez pas, il faut en fait qu'on essaie en fait de le présenter. En fait, c'est en anglais en fait on les appelle en fait des... J'ai perdu le terme, mais en fait c'est des behind the scenes. Okay. C'est pas présenté en fait, mais le succès en fait c'est une étape. Donc quand je dis de briser le mythe du succès facile en fait, ne laissez pas les éclats, les selfies que les gens présentent en fait sur les réseaux sociaux en fait, qui vous croient en fait que le succès ça se fait en un seul temps. Le succès ne se fait pas en un temps, ça se travaille au fur et à mesure, à travers ton rêve, tu oses, tu échoues, tu apprends jusqu'à ce qu'en fait ce processus aboutit. Ok. Et donc troisième étape c'est agir. On a rêvé, on a osé, maintenant il faut agir. On a rêvé, c'est bon, on a osé, il faut agir en fait. Puisque au début, oser en fait, là-bas, moi je le place sous le coup de l'essai. Où ton test des sauts, ça marche ou ça marche pas. Et la troisième partie en fait, agir, c'est beaucoup plus en fait, insister dans l'action et dans la durabilité. Okay. Votre rêve ne suffit pas. Et aussi, oser ne suffit pas, mais il faut agir et dans la durabilité, essayer, tester, retester. Et dans cette partie, en fait, vous verrez d'exemples d'entrepreneurs qui font des témoignages sur les réseaux sociaux qui sont assez édifiants, qui font que c'est cette partie, en fait, qui est déterminante. Pour qu'on puisse, en fait, passer à la quatrième partie, en fait, il faut que cette partie, en fait, vous testez, vous réessayez votre produit. Parce qu'en un seul coup, ça ne passe pas. Oui, on va dire, en fait, il y a des gens qui ont le succès, il y a des gens, en fait, sur eux, ça marche doucement. Non, mais sur 99% des fois, c'est dans cette partie, en fait, qu'il faut assez prendre du temps, travailler son projet, travailler son rêve pour que ça aboutisse. Pour que ça aboutisse. Et bien la dernière partie qui est réussir. La réussite, c'est quoi pour vous? Il faut dire en fait que c'est surtout en fait la question dont je trouve j'ai un peu plus de mal en fait à les répondre parce qu'en fait je sais décanner les livres, mais je ne veux pas aussi me donner la tête de quelqu'un qui a plus ou moins réussi maintenant. Et qu'est-ce que j'appelle la réussite? La réussite que j'évoque dans ce livre en fait, c'est ce que j'ai appelé la réussite collective. Parce que pour moi, la réussite à l'africaine, en fait, elle n'est pas individuelle. La réussite à l'africaine, elle est plus ou moins collective. Et la réussite dont j'évoque ici, en fait, c'est une réussite qui permet d'inspirer les autres. Quand ta réussite permet d'inspirer les autres à passer à l'action, elle est essentielle. Et surtout, en fait, nous qui sommes des jeunes africains, et aussi, en fait, une partie où j'en évoque brièvement, on perçoit, en fait, la réussite d'un jeune africain comme un miracle. Voilà. Donc, en fait, c'est comme un miracle qui aboutissent en fait où on n'a pas l'habitude en fait de nous voir réussir. Donc j'invite à des gens à passer à l'action, à oser et à réussir en fait pour inspirer d'autres personnes à suivre leur chemin. Parce que chez nous en fait quand on réussit, ce n'est pas une réussite personnelle, c'est aussi en fait une réussite collective, c'est une réussite des quartiers, c'est une réussite des provinces, c'est une réussite des régions, c'est une réussite continentale. C'est réussir avec les autres. C'est réussir avec les autres. Maintenant, il y a ces 4 étapes là que vous avez citées. Les 3 étapes avant d'arriver à la réussite. Est-ce à dire que c'est le schéma à suivre? Si on suit ce schéma-là, nécessairement, obligatoirement, la dernière étape doit pouvoir s'appliquer, donc la réussite. Moi, j'ai cette profonde conviction que ces 3 éléments mènent au 4e, qui est la réussite. Et j'ai essayé d'étayer à chaque partie avec des expériences personnelles où j'ai d'abord commencé à échouer et par la suite retester et à la fin, en fait, tu arrives à aboutir à ce processus où tu obtiens ce que tu veux. Moi, j'ai commencé déjà en 2004, j'étais à l'âge en CE2, où j'ai postulé pour être délégué de l'école. J'ai échoué, j'étais au CE2. J'ai rébelloté au CM1, j'ai échoué encore. Et c'est finalement, en fait, en 2017, plus de 10 ans plus tard, en fait, que j'ai obtenu mon premier poste de président. Vous voyez un peu? Donc, en fait, ce sont des processus, les uns après les autres, pour aboutir en fait au rêve final. Donc il faut pouvoir être patient. Il faut pouvoir être patient et les choses se feront naturellement. Est-ce que ces étapes que vous citez dans votre livre, vous l'expérimentez à tout moment? Ces étapes que je cite en fait, c'est un quadruple et ce n'est pas seulement mon histoire personnelle, ce sont des éléments que j'ai expérimentés, ce sont des éléments en fait, que j'essaie de reproduire,
que je partage avec mon parcours, mais aussi par rapport en fait à des personnalités africaines et aussi burkinabées qui sont ancrées. Et en fait, je suis arrivé à la conclusion en fait qu'on a le même processus en fait de succès. Et qu'en fait, bien mis en œuvre, ça peut aboutir au succès. Aujourd'hui, les jeunes se disent que c'est vrai, c'est difficile hein, souvent de lancer son entreprise, d'avoir le soutien des corons, comme on le dit, des grands frères, des grandes sœurs, des dévanciers tout simplement. Et souvent même, tu tapes à la porte, c'est difficile d'avoir leur soutien et tout. Alors que eux, ils nous parlent de leur réussite, de leur parcours et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous avez fait bien de le mentionner. Et aussi, en fait, le but de Roar, c'est ça. Je passe dans des écoles, je passe dans des universités où je présente les livres, où je parle aux jeunes parce que j'aime aller au contact, expliquer la chose et ne pas seulement en fait laisser le livre dans les librairies. Et on m'a souvent posé la question, mais monsieur, est-ce que c'est pas parce que vous êtes allé en France que vous arrivez à parler comme ça? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes allé en France que vous avez l'argent? Je pense que c'est tout à fait normal en fait que ça soit perçu comme ça. Et le but ici, à travers Roar aussi, c'est pas seulement en fait de dire aux gens de partager notre succès, de partager ce qu'on fait, c'est de former en fait une communauté autour de Roar, qu'on appelle en fait la tribu Roar, où en fait des jeunes qui sont composés majoritairement en fait des lecteurs du livre en fait, où on forme une communauté, où on s'appuie. Déjà, je pense en fait que les conseils, ça peut en fait être un début, on aura des orientations. Pour l'instant, en fait, il y a beaucoup d'étapes en fait dans le livre où on parle aussi de financement, on parle de formation des communautés. Et ça, déjà, c'est un exemple. Et je sais aussi qu'il y a d'autres éléments qui sont mis en place. Et surtout, en fait, en ce moment au Burkina Faso, je vois plein d'initiatives en fait, qui sont faites pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes, que ce soit dans les formations, que ce soit aussi dans l'agro-business, que ce soit dans l'industrie. Et je pense en fait que ce ne sont pas des choses déjà à négliger. Si toutes les personnes en fait, qui pensent en fait, que non, les Corans, en fait, on ferme les portes. Ferment les portes. Non, je pense en fait que l'objectif n'a jamais été de fermer la porte à quelqu'un. Comme je le dis dans le livre, en fait, notre succès, il doit être collectif. Et le succès collectif, en fait, ne peut pas se faire en fermant la porte à certains jeunes. Et la dédicace du livre Roar a eu lieu, c'était le 31 octobre, je me trompe? Oui, vous ne vous trompez pas, la dédicace du livre a eu lieu le 31 octobre, c'était à l'hôtel des combattants à Ouagadougou. Désolé, pour la publicité. Ah oui, vous êtes du domaine, donc vous comprenez que ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se dire et... on va vous donner la facture après. Ok, pas de souci. Alors, voilà. Monsieur Ouedraogo, ça veut dire que la dédicace a eu lieu à Ouagadougou, c'était le 31 octobre, comme je le disais. Est-ce que vous êtes satisfait de cette dédicace parce que vous avez eu un temps vraiment record pour l'organiser en un mois? Parce que là, vous devrez repartir pour vos activités en France. Et est-ce que ça s'est très bien passé? Le livre a été accueilli, les gens que vous avez invités ont apprécié. Quel est le retour que vous avez? Aujourd'hui, je pense en fait que j'ai un retour positif de Roar et je pense en fait la première satisfaction personnelle que j'ai, c'est que c'est quand on est dans la diaspora, je pense en fait que c'est déjà un grand plaisir en fait de venir organiser des activités, inviter ses proches, inviter sa famille. Et moi, je suis très content de revoir ma maman à cette dédicace et surtout en fait à elle que je dédie les livres. Et de l'avoir présent, de l'avoir devant les médias, je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel. Mais maintenant, pour revenir au public, je pense aussi que le public l'a bien acquis parce qu'on a des amis qui étaient présents, on avait plusieurs médias aussi qui nous ont soutenus dans cette initiative. Et aussi, en fait, dans l'engouement pour l'achat des livres, je pense en fait que c'est très bien accueilli et je reçois des messages positifs des amis, des collègues, des collaborateurs et même en fait des anciennes écoles en fait, que j'ai fréquentées qui m'envoient des messages qui demandent à voir le livre. Donc je suis satisfait à ce jour. D'accord. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, la dédicace est passée. Où est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que vous l'avez disponibilisé? Et il est à quel coût? Le livre est disponible dans certaines librairies de la ville de Ouagadougou. Le livre est aussi disponible en fait à Bobo-Dioulasso et à Koudougou parce que ce sont les trois villes en fait où on est déjà en place. Et aussi en fait on a des revendeurs sur lesquels en fait on peut trouver le livre. Et le livre est adressé aux jeunes et pour l'instant en fait le livre a un prix public de 10 000 francs CFA au Burkina Faso. Et il est déjà disponible, vous pouvez l'avoir. Merci beaucoup. Notre temps d'entretien est terminé, on va s'arrêter ici. Quel est votre mot de fin pour finir? Pour terminer, je souhaiterais vous remercier en fait pour cette opportunité. Je pense en fait que c'est dans
c'est ainsi aussi que nous arrivons à parler aux jeunes, c'est ainsi en fait que nous arrivons à extérioriser l'idée, parce que le but à la fin, c'est d'avoir un message et de le passer aux jeunes et de les donner confiance et de les dire en fait que votre rêve est possible. Il ne faut pas baisser les bras. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, il faut continuer à poser des actions et les choses vont se faire naturellement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon retour à vous. Merci. Alors, je rappelle que M. Ousmane Ouedraogo est auteur du livre intitulé Roar, entendez par là rêver, oser, agir, réussir. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Nous recevons, comme je le disais, M. Moussa Ramdé, journaliste sportif au burkinabé et directeur de publication de CS Média, un média en ligne. Bonjour à vous, M. Ramdé. Bonjour, grand plaisir de vous retrouver et de retrouver les auditeurs, les téléspectateurs de Savane Média. Merci à vous d'être là également. Merci. Alors déjà un mot sur CS Média. Présentez-nous plus ce média en ligne. Oui, on va dire que CS Média est situé à Larlé. C'est un jeune média qui a 5 ans d'existence. Nous évoluons dans le domaine du sport et de la culture, comme son nom l'indique. C'était une manière pour nous de contribuer aussi à la promotion de la culture et du sport burkinabé. Donc on a une ligne éditoriale à 90% basée sur le sport et la culture au plan national, avant d'ajouter ce qui est sur le plan international. Donc on est vraiment disponible en ligne. Comme je l'ai dit sur csmedia.bf, vous allez avoir toute l'actualité sportive sur le plan national et international. Également sur la page Facebook, on est très actif également. Et essentiellement, quelles sont les grandes rubriques du CS Média? Oui, nous avons une rubrique qu'on appelle Vrai Visage, qui nous permet d'aller à la découverte des acteurs du monde de la culture et puis du sport également. Également le traitement de l'information à travers nos éditos, qui nous permet de faire de l'analyse de l'actualité de façon critique. Également, comme tous les autres médias, traiter l'actualité à travers les articles, les productions. C'est un peu de façon résumée ce qu'on peut dire sur CS Média. Parlons maintenant du Tour du Faso parce que vous y étiez. Alors, est-ce que vous avez fait toutes les localités? Oui. Ok. Je pense que j'étais du début jusqu'à la fin au Tour du Faso. J'étais vraiment au cœur parce que j'ai eu l'occasion de diffuser le direct du Tour du Faso en collaboration avec la Fédération burkinabé de cyclisme et le comité d'organisation du Tour du Faso. Du coup, ça m'a permis d'être vraiment au cœur, disons toutes les 10 étapes. Et même proche des cyclistes, si on peut le dire comme ça. Donc je pense que oui, et je peux témoigner d'avoir vraiment vécu ce Tour du Faso-là en direct et avec toutes les émotions possibles. Et 36e Tour du Faso, justement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le plan organisationnel d'abord? Je pense que déjà, on a réussi un gros pari parce que l'objectif, c'était d'organiser le Tour du Faso. Vous savez, vous imaginez si on disait aujourd'hui, on n'a pas pu organiser le Tour du Faso à cause de la question sécuritaire. Vous imaginez ce choc que ça allait faire. Vous imaginez ce que nos ennemis, entre griffes, allaient profiter pour brandir au monde entier, nous montrer qu'on a échoué. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, réussir l'organisation du Tour du Faso, c'est une victoire déjà. Donc, pour moi, dans la forme, déjà, c'est à saluer les autorités qui ont eu le courage d'organiser ce Tour du Faso, qui nous a permis de visiter 9 régions. Moi, je pars toujours sur la base de l'ancien découpage qui était de 13 régions. Si on visitait 9 sur 13, pour moi, c'est un message fort que nous envoyons au monde entier. Et c'est pour ça que je pense que dans la forme, déjà, c'est une victoire, une réussite pour tous les Burkinabés qui rêvent d'un Burkina libre, qui rêvent d'un Burkina qui va vaincre la lutte contre le terrorisme dans les années à venir. Vous avez parlé du message fort qu'on envoie au monde entier pour dire que le Burkina Faso est toujours vivable. On se rappelle encore de l'année passée, il y a eu pas mal de bruit concernant donc, le Tour du Faso, parce qu'on avait invité la Russie, d'autres pays se sont rétractés. Cette année, je pense qu'il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Oui, je pense que ce qui s'est passé l'année passée, j'aime toujours dire, le capitaine Ibrahim Traoré l'a bien dit, il n'y a pas de neutralité dans ce monde-là. Vous prenez position et vous assumez. Vous ne pouvez pas être avec des amis, avec une franchise,
et ne pas être capable de supporter ses amis-là. Aujourd'hui, la Russie a eu des problèmes avec le reste du monde, si on peut le dire comme ça, le monde occidental, à cause de peut-être des positions. Et malheureusement, on nous dit que le football, ou bien le sport, de façon générale, est apolitique. Mais on se rend compte que ce n'est pas la vérité, parce que la question entre la Russie et puis l'Occident, c'est une question politique, ce n'est pas une question sportive. Maintenant, si on sanctionne la Russie et qu'on demande à la Russie de ne plus participer aux compétitions internationales, et que le Burkina Faso est ami de la Russie, le Burkina Faso ne peut pas se désolidariser de la Russie. Donc, faire venir la Russie autour du Faso, c'est normal. Pour moi, il n'y a pas de... C'est une position que nous assumons. Maintenant, quand on assume une position aussi, il y a des conséquences. Voilà. Et là, effectivement, le Burkina Faso, le Tour du Faso a été sorti dans le calendrier UCI. Ce qui a fait que, peut-être beaucoup de pays ont eu, disons, ont profité pour ne pas venir, etc. Mais cette année, en tout cas, il n'y a pas la Russie, mais il y a au moins 9 pays qui ont participé au Tour du Faso. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment bien, moi, je pense. Et c'est à nous de travailler toujours à promouvoir le Tour du Faso, à garantir la sécurité à nos partenaires, à garantir la quiétude autour de l'organisation et le bon déroulement du Tour du Faso. Et je pense que ceux qui ont hésité de venir vont nous rejoindre après. Vous savez, quand on regarde le niveau du Tour du Faso, je pense vraiment que ça fait partie des meilleurs niveaux sur le plan africain. Ça ne veut pas dire que soit la France ou, je ne sais pas, l'Allemagne n'est pas venue, dont le Tour du Faso n'a pas le niveau. Vous regardez la moyenne... La vitesse la plus élevée dans le Tour de France, ça monte à 49 km/h. Pourtant, nous, on a enregistré 47 km/h ici. C'est pas rien. Vous regardez le Tour à Missa Bongo, il tourne autour de 40 km/h. Le Tour de Côte d'Ivoire, 43 km/h. Le Tour du Cameroun, le Grand Prix Chantabia, il tourne autour de 42 km/h. Donc, le Tour du Faso a un niveau très élevé sur le continent africain et même pourquoi pas en Europe. Donc, moi, je pense que c'est des guéguerres souvent, des guerres de positionnement. Mais le Tour du Faso reste le Tour du Faso. Donc, notre Tour du Faso n'a rien à envier aux grands tours qui sont peut-être... Absolument, absolument. On a pratiquement pas grand-chose à envier aux autres. Sauf que, je pense que dans toute organisation, on a besoin aussi de perfectionner. Et c'est ça d'ailleurs l'humain. Nous, aujourd'hui, on a envie peut-être de faire mieux. Quel que soit le niveau que nous sommes, parce qu'on n'est pas encore atteint vous savez qu'il y a des notations des différents niveaux de compétition. Voilà, on a par exemple le 2.1, le 2.2. Donc nous, on veut passer à ce niveau-là également pour quand même être encore plus valorisé. Voilà, mais au-delà de ça, je pense qu'en termes de compétitivité, on est vraiment bien parti pour avoir encore un Tour du Faso plus compétitif. Alors, Monsieur Ramdé, que dire alors de nos athlètes, des athlètes burkinabés? Après, on parlera des autres. Mais il faut dire que le maillot jaune est resté au Burkina avec donc Paul Domon. Alors, est-ce que en général, nos athlètes ont brillé à ce 36e tour? Absolument, absolument. Je pense que d'abord, je vais commencer par féliciter les autorités burkinabées. Je pense que l'année passée, quand on a fini le Tour du Faso 2024, le ministre des Sports à l'époque avait dit que c'est le Tour du Faso 2025 qui commence déjà, parce que nous commençons la préparation. Et la préparation, si vous regardez, ça s'est fait sur deux plans. Non seulement sur le plan administratif, avec l'État burkinabé qui a mis les moyens pour permettre aux étalons de se préparer dans les bonnes conditions, notamment en participant dans les compétitions comme le Tour du Cameroun, le Tour de Côte d'Ivoire, comme je le disais tout à l'heure, le Tour de Mali. Ça permet aux étalons d'avoir plus de niveau, de se confronter aux autres compétitions, disons, aux autres athlètes sur le plan international. En même temps, il y a eu aussi les moyens qui ont été mis en place. Vous avez vu qu'à tout dernièrement, avant le Tour du Faso, le ministère des Sports, en partenariat avec le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, ont offert 20 vélos de haute standing aux coureurs burkinabés. Vous savez, en cyclisme, la qualité du vélo compte. Vous m'avez à compétence égale. Si vous m'envoyez un vélo s'il demandait, c'est pas de Ouagadougou ici, face à quelqu'un qui a un vélo de standing, mais vous ne pouvez pas compétir. Et moi, je pense que ce que j'ai observé, c'est que dans ce Tour du Faso, les étalons faisaient partie des équipes qui ont des meilleurs vélos, des vélos de qualité. Voilà, hormis peut-être la Belgique et puis peut-être le Maroc qui pouvait se rivaliser avec nous en termes de qualité de vélos. Mais sur les 9 pays participants, je pense que le Burkina Faso a eu vraiment des meilleurs vélos pour compétir. Ça, c'est un aspect très important qui permet quand même déjà d'avoir un avantage sur les autres. Deuxièmement, comme je l'ai dit, l'organisation des différents championnats, on a vu sur l'avenue Thomas Sankara, chaque dimanche, il y a des compétitions qui se déroulent. Ça a permis aux étalons également de se préparer.
pour ajouter à cela, je pense qu'il faut saluer la victoire des étalons par un travail collectif. Un travail d'une équipe qui a une mission. Vous savez, quand les autorités mettent les moyens à votre disposition et qu'ils vous disent nous demandons des résultats, vous n'avez plus d'excuses. Vous devrez travailler à envoyer ces résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez observé comme cohésion, entraide, collectif. Voilà. Je pense qu'il y a au moins 3 étapes qu'on a remportées. Moi, qui étais proche des coureurs, ça s'explique clairement. Vous prenez par exemple l'étape de Bobo, où Paul Domon a remporté. D'ailleurs, c'est notre première victoire d'ailleurs. Et vous avez vu qu'à 20 km de l'arrivée, c'est Saturné Yamouego et de l'équipe nationale et Issoufil Boudo de l'équipe régionale de l'Ouest qui ont fait le boulot pour permettre à Paul Domon de un peu se reposer pour se relancer dans le sprint final. Vous savez, dans le cyclisme, peut-être qu'on n'aura pas assez de temps pour expliquer, mais les gens pensent que c'est juste prendre le vélo et puis rouler. C'est un travail d'équipe. Parce que non seulement celui qui est premier à affronter l'air, qui pédale, fait le plus de boulot. Et donc quand vous suivez, non seulement lui il bloque l'air pour vous, et vous profitez du vent de lui, donc vous profitez facilement. Donc ça veut dire que vous ne travaillez pas en réalité. Vous vous reposez. Donc celui qui travaille, c'est celui qui est devant. Donc, à un moment donné, quand vous avez votre coéquipier qui se met devant à pédaler pour vous et que vous suiviez, donc ça veut dire que vous avez la possibilité de vous reposer et à l'arrivée, vous vous lancez rapidement pour dépasser les autres alors que les autres sont déjà fatigués. Donc, c'est ça d'abord le travail d'équipe. Deuxième aspect, c'est le fait que quand on parle de travail d'équipe, vous avez vu à Ouaga ici, la victoire de Paul Domon, il y a son vélo qui était crevé à 30 km de l'arrivée. Mais quand vous avez une crevaison, si vous n'avez pas une équipe rapide pour vous échanger les roues rapidement, mais vous perdez les choses. Mais vous avez vu Soumaïla Ilboudo qui a à peu près le même vélo que Paul Domon, qui dans la course a donné son vélo à Paul Domon rapidement et récupéré le vélo de Paul Domon pour aller changer les roues et puis revenir, redonner à Paul Domon, lui permettre encore d'être dans le même rythme que l'adversaire du jour. Donc ça c'est un travail d'équipe, c'est formidable. Comme je le dis, ce n'est pas seulement rouler pour rouler. Et vous allez voir aussi qu'il y a eu des moments où, quand vous regardez la disposition des étalons, il y a Saturné Yamogo, Paul Domon, pardon, qui se retrouve entre Saturné Yamogo et le capitaine Aruna Ilboudo. Donc, il protège Paul Domon en lui permettant d'être en sécurité, puisque un adversaire de mauvaise intention peut vous bousculer, vous tomber et puis vous perdez tout. Donc on sécurise le leader, il est au milieu, de sorte que bon, on est sûr au moins qu'on va arriver à bon port avec lui. Donc tout ça, c'est des calculs comme ça. Vous regardez l'étape de Kaya, à l'arrivée, l'adversaire direct de Paul Domon était dans le peloton. Et donc, c'est à lui que Paul Domon surveille, parce que si lui il part, nous on perd le maillot jaune. Donc on le surveille de sorte qu'on puisse arriver au même moment que lui. Mais il y a eu un Marocain et un Camerounais qui se sont échappés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Marocain a regardé, si lui il lance le sprint, non seulement il va permettre à Paul Domon de rattraper le Marocain qui était devant, et ils ne sont pas sûrs de gagner l'étape du jour, mais en même temps de récupérer le maillot. Donc le Marocain a préféré laisser son coéquipier partir, pour au-delà, disons, au lieu de tout perdre pour gagner l'étape. Et c'est ce que le Maroc a fait pour gagner l'étape. Donc je vais dire ici que c'est comme le football où on a des récupérations. Voilà. On appelle les sprinteurs. Les sprinteurs, c'est ceux qui sont capables de se lever du coup, lancer un sprint et puis arriver à l'immédiat. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les rouleurs. Donc dans une équipe, chacun a son rôle à bien jouer et on demande à ce que, bon, Paul Domon qui est un grand sprinter, quand on lance le sprint, si Paul Domon n'est pas fatigué, s'il n'a pas de soucis, il est capable de devancer tout le monde à l'arrivée. Et c'est comme ça que le travail d'équipe se fait. Bon, je pense qu'il faut saluer les étalons et la direction technique qui ont fait un excellent travail et permettent à l'équipe de remporter le maillot. Et on comprend que tout ça, à travers vos explications, tout ça a été préparé, entraîné. Les étalons certainement se sont entendus sur ce qui peut être fait en fonction de la situation. Et là, nous avons le maillot jaune et donc le maillot vert également. Avec, est-ce que avec cette victoire, c'est la deuxième fois que Paul Domon justement remporte ce maillot jaune-là. Est-ce que avec ça, on se dit le Burkina actuellement peut même aller remporter d'autres prix ailleurs? Oui, on l'a fait. Je pense qu'on a déjà remporté des prix. Le Tour de Bénin, le Tour du Mali, le Tour même de Guinée, le Tour de Côte d'Ivoire, etc. On avait déjà fait. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, je salue vraiment les nouvelles autorités qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, ils savent que le sport est un facteur important pour la promotion du Burkina Faso. C'est pour cela, d'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Ils sont en train de mettre les moyens.
Vous savez, un pays comme le Burkina Faso aujourd'hui a besoin de cela. À part le tour, si on n'a pas le tour du Faso, regardez comment on peut réunir au moins 9 pays au Burkina Faso, par quelle manière. Et là, ceux qui sont venus sont devenus des ambassadeurs, des porte-parole du Burkina Faso à l'extérieur. Imaginez la Belgique, par exemple, qui est un pays vous avez Guy Smeltje, qui est un vieux Belge qui a pris part au Tour du Faso pendant plus de 20 ans et qui estime qu'il est à la retraite, il envoie son enfant pour prendre la relève. Vous voyez comment c'est intéressant. Donc ceux-là deviennent des ambassadeurs du Burkina Faso. Donc pour dire que le sport devient un facteur très important pour la promotion du Burkina Faso sur le plan international. Du coup, nos autorités aujourd'hui sont en train de mettre les moyens pour permettre à l'équipe du Burkina Faso, que ce soit dans le football, que ce soit dans le cyclisme. Aujourd'hui, le cyclisme l'a démontré, c'est un sport très populaire. Donc, en mettant les moyens aujourd'hui, le Burkina Faso peut rivaliser face à n'importe quelle équipe. Dans la formation, dans l'achat du matériel, tout peut amener le Burkina Faso à être encore plus grand. Si on n'avait pas eu ces vélos-là, peut-être, vous avez vu qu'il fut une année où Paul Doma avait fait une sortie sur les réseaux sociaux en critiquant un peu la qualité de son vélo et tout ça. Je pense que son cri de cœur a été attendu. Ouais. Quand vous donnez les moyens, vous pouvez exiger les résultats. Et c'est ce qu'on demande au Burkina Faso. On ne peut pas s'asseoir dans les salons, on ne donne rien aux enfants, peut-être souvent ils ont mal mangé, et puis on dit non, ils n'ont pas apporté des résultats. Non. Mettez les moyens, demandez les résultats et ça va. Et les résultats vont suivre. Exactement. Alors, donc, un Tour du Faso. Vous avez parlé de la popularité de ce Tour du Faso. Et nous, on a vu, ne serait-ce que sur l'avenue Thomas Sankara, comment le monde est sorti. Alors, qu'est-ce que vous avez observé chez la population dans ces étapes-là du Tour du Faso? Vous savez, c'est une population qui a soif. C'est une population qui avait envie de voir ces coureurs-là. Moi, quand je suis arrivé à Kaya, la mobilisation m'a tellement touché. Et je disais dans mon direct que Kaya mérite cette arrivée-là. Kaya mérite cette joie-là. Parce que ce sont des régions qui ont traversé des moments difficiles, des déplacés internes, des gens qu'on a traités de tous les noms. Hein? Et aujourd'hui, ils voient, c'est ça le Burkina Faso. On a besoin de transmettre cette émotion-là aux gens. Regardez dans mon direct, quand je faisais le direct, parce qu'on est un peu suivi partout, moi je vois des gens qui nous suivent depuis Guibo. Hein, Guibo, qui a eu tous les noms dans les médias. Barsalgo, hein, avec tout ce qu'on a entendu sur Barsalgo, les attaques terroristes, les gens ne mangent pas. Mais vous voyez des gens qui vous suivent là-bas. Ça, c'est ce qu'on recherchait depuis longtemps. Et le Burkina Faso reste debout à cause de ce Tour du Faso. Parce que ça a permis à des gens de rêver, de dire waouh, enfin nous avons quelque chose, nous pouvions voir. Voilà pourquoi vous allez voir que moi, mon direct sur la page Facebook, souvent on a atteint 20 000 personnes qui sont connectées un peu partout. D'ailleurs, que je vais profiter de les saluer parce que vous savez, il y a des Burkinabés de l'extérieur et un peu partout, tellement satisfaits non seulement de l'organisation, de la diffusion du tour en ligne, mais également de la prestation des étalons, ont décidé de façon volontaire de contribuer en ligne. Moi, on m'a demandé de donner un numéro Orange. Et j'ai reçu Orange Money, sans faire la publicité de nos... Mais quand même, c'était un peu ça. Mais à la fin, j'ai collecté 52 000 de la part des gens qui sont dans leur salon, qui sont très contents du Burkina Faso et et donc, on a remis ça à l'équipe nationale du Burkina Faso. Il y a un monsieur qui m'a dit que lui, ses enfants ne connaissent pas le Burkina Faso. Lui, il est à l'extérieur. Mais le tout a été retransmis devant sa télé. Lui et ses enfants sont assis, ils regardent. Il dit qu'on traversait les villages comme Zignaré, comme Consimoro, etc. Ses enfants disent, mais papa, ça c'est les villages du Burkina. Ils sont tellement émus. Donc c'est touristique pour eux. Donc c'est pour dire que le tour a été un événement très important pour les Burkinabés. Ça a permis à certains Burkinabés de l'extérieur de revivre la fibre patriotique et de rêver que le Burkina Faso est en marche. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, on vous dit que non, le Burkina Faso, ça se limite qu'à Ouagadougou seulement. Mais quand on arrive à faire 9 régions à vélo, ben, écoutez, il n'y a pas d'argument encore pour vous dire que votre pays est rouge. Donc, soyez fiers de cela. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, M. Ramdé, est-ce qu'il y a quand même, côté organisation, des manquements que vous pourrez citer à améliorer pour la... Oui, je pense que
on va pas en manquer. Personnellement, je pense que moi, par exemple, dans mon domaine que j'ai travaillé, j'aurais souhaité qu'on améliore les conditions. Ça, c'est normal. Okay. C'est vrai qu'on est en révolution, les moyens sont très limités. Vous savez, l'une des difficultés qu'on a rencontrées, cette situation sécuritaire avec la prise de position du Burkina, il y a eu certains quand même qui se sont retirés. Je ne vais pas citer certains sponsors ici, mais certains sponsors qui estimaient être les faiseurs du tour, si on part, ils vont disparaître. Ils sont partis, effectivement. Et en partant, effectivement, ils ont laissé quelque chose quand même qui est très... ils ont réduit les moyens. Exactement. Mais le Burkina Faso, en tant que résilient pays qui veut relever les défis, ben, nous l'avons fait le travail. Moi-même, en tant que journaliste, si vous regardez les conditions dans lesquelles on a travaillé, c'est pas facile. Mais est-ce que les gens ont ressenti ça dans notre travail? Je pense pas que ça soit flagrant. Donc, du coup, on souhaiterait qu'on améliore. Ben, voilà. C'était quoi? Un Moussa Ramdé dans un pick-up un peu plus devant avec les appareils. Je n'ai pas eu peut-être l'occasion de vous envoyer quelques images, mais oui. Un Moussa Ramdé sur une moto qui est avec son portable en train de diffuser en direct et qui est suivi par des milliers de personnes dans le monde entier. Des conditions qui ne sont pas souvent favorables. Après, même la prise en charge et tout ça. Mais je pense que ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est le fait qu'on le transmet avec passion. On le fait avec amour pour la patrie. On le fait parce qu'on est conscient que certains l'ont fait dans le but de nous punir. Et nous nous disions non, nous sommes intègres, nous sommes capables de relever les défis. Nous ne sommes pas dépendants des autres. Nous pouvions vivre avec nos moyens. Donc, imaginez quelqu'un, vous dites que vous l'avez sanctionné en lui punissant à manger. Mais lui, il vous dit non, moi je suis fier. C'est vrai, avec le peu que vous êtes, moi je suis fier de faire avec. C'est vrai, je suis conscient que si je gagne mieux que ça, je serai à l'aise. Mais non, je ne me plains pas. Je travaille pour améliorer. Donc aujourd'hui, dit qu'il n'y a pas eu de difficultés. Oui, il y a eu des difficultés. Nous souhaiterons d'ailleurs que nos autorités fassent des efforts pour améliorer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que chaque année, il y a vraiment des efforts qui sont faits pour améliorer. Donc, on va dire bravo à ces autorités-là, bravo à tous les Burkinabés qui se sont sacrifiés. Comme on l'a dit, c'est des VDP, c'est des gens qui ont envie d'apporter. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de raison qu'on se plaigne de notre condition. On est conscient qu'en posant tel ou tel acte, voilà les conséquences qui vont tomber. Donc, on est prêt à assumer. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire pour aller jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas de raison à se lamenter. Donc, ça, c'était le 36e tour. L'année prochaine, hein, le Tour du Faso reviendra, donc le 37e tour. Qu'est-ce que vous suggérez pour peut-être des améliorations, pour encore booster le Tour du Faso? Moi, je pense que d'abord, la première des choses, c'est nous, les journalistes, nous, les communicateurs, nous, les hommes de médias. Nous devrons vendre l'image du Tour du Faso. Okay. Nous devrons valoriser le Burkina Faso. Nous devrons être des ambassadeurs du Burkina Faso partout où nous sommes. Parce qu'en faisant cela, non seulement ça va permettre à d'autres pays d'avoir le courage de venir participer, de venir, on était à 9 pays, peut-être que si on garantisse cette sécurité-là, cette ferveur populaire-là, cette ambiance du à la Burkinabé, je vais dire, et à ces autres. Vous savez, il y a des gens qui viennent au Tour du Faso pour du tourisme. Ils ont visité des coins, n'ait été le Tour du Faso, ils n'allaient pas visiter cela. Donc, c'est à nous de dire, venez parce que c'est une autre ambiance qui n'a rien à voir avec le Tour de France, avec le Tour du Cameroun. Parce que le Burkina Faso est unique et authentique. Quand vous passez devant les champs de mil, les cases des gens, les femmes qui sont en train de ramasser du bois, mais vous n'allez pas voir ça ailleurs, c'est au Burkina Faso. Donc, c'est à nous de vanter cela. Ça va attirer d'autres pays de venir. Ça va aussi attirer les sponsors. Vous savez, quand une compétition prend de l'ampleur, quand il y a de l'engouement autour, les sponsors vont participer. Moi, journaliste, si je souhaite qu'on améliore ma condition de travail, ben, il faut que si les sponsors sont là, ça va aller, je pense. Donc, il faut que non seulement on vend la réussite de ce tour-là, ça va attirer d'autres pays à venir. Deuxième point, je pense que les autorités, ce qu'ils ont fait, c'est salutaire. Qu'ils continuent comme ça, qu'ils préparent encore d'ailleurs le Tour du Faso, comme de la manière on a préparé le Tour du Faso 2025, on va préparer encore le Tour du Faso 2026, à commencer par les différentes compétitions que nous organisons sur le plan national, mais aussi les moyens que nous mettons à travers le Fonds national pour la promotion du sport, qui permet aux cyclistes d'aller rehausser leur niveau sur les autres compétitions sur le plan international. Ben, ça va permettre encore de mieux préparer le Tour du Faso 2026, et pourquoi pas garder le maillot, comme on l'a dit, et vous savez que le Burkina Faso est le pays le plus titré
du Tour du Faso. Je pense qu'on est à 17 victoires. Donc, pourquoi pas faire la 18e l'année prochaine. On espère bien. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ramdé. Notre temps est terminé. Merci à vous d'avoir répondu. Merci beaucoup. Merci, c'est un grand plaisir. J'espère que j'aurai encore d'autres occasions pour développer le sport. Merci beaucoup. Merci. Alors, je rappelle que Monsieur Moussa Ramdé est donc journaliste sportif burkinabé, directeur de publication de CS Média en ligne, entendez par CS, donc culture et sport. On va s'arrêter ici pour l'entretien de... Et nous sommes de retour en direct sur ce plateau. Merci d'avoir suivi cet entretien que nous avions eu avec M. Ramdé, donc de CS Média. On va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouvera, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures. Portez-vous bien et